le rapport amoureux que j'ai avec le langage et j'adorerais trouver un nouvel amour du langage. Et je pense qu'un bon livre, c'est ça, il manifeste un nouvel amour du langage. C'est moins dans le style que ça se passe que dans l'engagement charnel avec ce qu'on est en train de vivre et de faire. Et voilà, tout ce dont je vous parle est une recherche d'une source que je désire en avant. J'écoute quelque chose quand je me mets à écrire, j'écoute quelque chose qui vient, je ne sais pas, des troubadours, de toute une tradition qui relève dans la langue d'oc, on appelle ça la joie, enfin la J-O-Y. Et c'est de là que ça vient pour moi, le désir. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être là ce soir. Merci beaucoup Yannick d'être là pour cette rencontre autour donc de ton dernier essai, Bleu Bacon, à propos du peintre Francis Bacon. Pour toutes celles et ceux qui viennent ici pour la première fois, bienvenue dans Réseau l'école de méditation. Je suis très heureux de vous accueillir dans ce lieu. Donc voilà, pour vous décrire un peu le lieu où vous vous trouvez. Eh bien, vous êtes dans une école de méditation donc qui propose des stages, des journées portes ouvertes, des séminaires autour de la méditation. Et l'enjeu de cette école, c'est vraiment de proposer une autre approche que celle qu'on découvre, qu'on propose habituellement aujourd'hui dans la société, à savoir une approche très liée au développement personnel. L'enjeu de Réseau, c'est vraiment de proposer une approche, on va dire, plus inspirante, plus incarnée, et donc de partir à la découverte de l'ampleur de la réalité, de la richesse de la réalité à travers la méditation. Donc, si ça vous intéresse, on pourra en discuter après notre rencontre. On a plein d'activités, d'événements autour de la pratique. Et ce qui est vraiment important, c'est de voir qu'en fait, cette pratique, elle est vraiment très irriguée par un dialogue permanent avec l'art, la littérature, le cinéma. On dialogue beaucoup, on fait des rencontres autour de ces différents thèmes. Et c'est dans cette perspective qu'on a créé un grand partenariat avec le média culturel Zone Critique. Donc Zone Critique est un média que je co-dirige avec Pierre Polygone, est un média qui s'intéresse à la littérature, au cinéma, au théâtre, à l'art contemporain. Donc c'est à la fois un média numérique, une revue papier et une maison d'édition, la collection Vrille, co-dirigée par Victor Dumiot et Pierre Chardot. Et l'enjeu pour nous, c'est vraiment, en fait, à la fois avec des textes de fiction, mais aussi avec des textes critiques, proposer une approche qui est à la fois amoureuse et rigoureuse de l'actualité culturelle. Et c'est pourquoi chaque mois, on va organiser des rencontres autour de la littérature contemporaine pour partir ensemble à la découverte de la richesse des romanciers contemporains. Et donc on est très très heureux de t'accueillir ce soir Yannick. C'est vraiment pour nous très important et très favorable que tu inaugures ce cycle de rencontres. Donc c'est Yannick est un écrivain qui compte beaucoup pour Zone Critique, et ça fait des années que j'avais envie d'organiser cette rencontre. Et j'aimerais bien, pour te présenter, citer quelques lignes de Bleu Bacon qui peut-être disent quelque chose de ton rapport à l'art, à la littérature. Et vous, qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce qui comble votre soif et nourrit votre désir? J'attends tout de la peinture, comme j'attends tout de la littérature et de l'amour. Je veux qu'elle me comble, qu'elle me vide et me remplisse, qu'elle réponde aux abîmes qui s'ouvrent en moi. Donc ce motif de la soif et du désir, on pourrait dire que c'est le fil rouge, l'un des fils rouges de ton œuvre, du désir comme aventure, à Tiens ferme ta couronne, jusqu'à Bleu Bacon, que tu viens de publier aux éditions Stock. Et tu me dis également, je ne conçois pas la littérature sans désir. En lecteur de Rimbaud, j'ai tendance au contraire à associer désir, aventure et littérature.
Je dirais même que l'essence de la littérature a à voir avec ce désir et cette effervescence-là. On pourrait dire que tes romans, tes essais sont des tentatives pour rendre présent cette vie du désir que tu nommes toi-même la vraie vie, c'est-à-dire celle qui ouvre un autre espace, une autre temporalité, celle de la création et celle de la poésie. Et cette vie à partir du désir, on pourrait dire que c'est aussi pour toi une politique pour lutter contre ce que tu appelles avec Baudelaire l'épaississement de la sensibilité ou l'appauvrissement organisé du langage. Dans Bleu Bacon, publié dans la collection Ma nuit au musée, aux éditions Stock, en passant toute une nuit au Centre Pompidou, avec les tableaux de Francis Bacon, donc ce peintre irlandais mondialement connu, qui est né le 28 octobre 1909 à Dublin et mort le 28 avril 1992 à Madrid, tu es parti à la rencontre de cette nourriture inconnue dont tu avais le désir, pour reprendre cette formule qui, je crois, était chère de Kafka. Et donc, la première question que j'aimerais te poser est la suivante. Qu'est-ce qui t'a poussé à passer une nuit entière avec les tableaux de Francis Bacon? Est-ce que tu pourrais nous présenter à ta manière le Francis Bacon qui appelle ton désir? C'est tout un programme, grand merci. Là, on en a pour la soirée, pour la nuit peut-être. Je voudrais d'abord dire que c'est la première fois de ma vie que je parle en chaussettes. Et donc, je sais pas, ça me trouble énormément. Mais je vais m'y faire. Et je sens que c'est bien, c'est une super idée en fait. Je ferai sans doute ça à chaque fois, ailleurs qu'ici. Mais donc, pardonnez-moi, les débuts vont être un peu balbutiants. Grand merci, vraiment, je suis ravi, je suis vraiment intimidé. Je trouve ça pas mal d'être intimidé, j'aime bien le trac, mais là, vous m'impressionnez. La question du désir, on a fait un entretien portant là-dessus. C'est pour moi une question fondamentale hein, qui ne relève pas seulement qui ne relève surtout pas du désir de se satisfaire. Je n'associe pas le désir à la satisfaction, encore moins au consumérisme, au fait de jouir sans entrave de tout et de n'importe quoi. Le désir, pour moi, est quelque chose qui anime, je dirais, intellectuellement, spirituellement, les phrases, enfin, le rapport qu'on peut avoir avec le langage. C'est pas quelque chose qui décrit ou qui décrirait, comment dire ça, une volonté ni de séduire, ni de conquérir, surtout de conquérir, mais vraiment un moteur. Enfin, c'est le mot que j'emploie le plus souvent, je crois. Aussi parce que quand je me suis mis à écrire il y a une vingtaine d'années, il y avait un certain Michel Houellebecq qui établissait une espèce de règne sur la littérature, sur la conception qu'il se faisait de la littérature. Et il avait déclaré très directement la guerre au désir, y voyant quelque chose dans quoi on se fourvoie en général, puisque le désir est vécu bien souvent comme étant frustrant ou malheureux, en tous les cas chez lui, ça fait aucun doute. Enfin, je veux dire, dans ses livres, ces personnages souffrent. Mais voilà, moi je me réfère à quelque chose qui est bien plus ancien, qui ne relève pas du tout de je sais pas quoi, des frustrations de l'après 68 dont quelqu'un comme lui semble le témoin, mais d'une très ancienne fontaine, d'où la soif, d'une très ancienne fontaine intarissable, effervescente, qui vient, je dirais, de la littérature médiévale, enfin de la source même du langage en français, de Chrétien de Troyes, de la fondation de ce qui nous... Je dis nous, enfin, c'est pas que je vous associe déjà, je ne sais pas ce que vous pensez, mais je dis nous parce que je me sens pas seul quand j'écris. C'est pas là non plus pour satisfaire une pulsion narcissique, mais quelque chose de plus ancien, de plus grand que moi, ne cesse de se manifester, et j'essaye, à travers le langage, ce qu'on appelle la littérature, de m'accorder à ce grand fleuve de langage, comme dit Dante. Et c'est vrai que le rapport amoureux, j'ai bien aimé que tu emploies ce mot-là, le rapport amoureux que j'ai avec le langage, et j'adorerais trouver un nouvel amour du langage. Et je pense qu'un bon livre
C'est ça, il manifeste un nouvel amour du langage. C'est moins dans le style que ça se passe que dans l'engagement charnel avec ce qu'on est en train de vivre et de faire. Et voilà, tout ce dont je vous parle est une recherche d'une source que je désire en avant. J'écoute quelque chose qui, quand je me mets à écrire, j'écoute quelque chose qui vient, je sais pas, des troubadours, de toute une tradition qui relève dans la langue doc, on appelle ça la joie, enfin la J-O-Y. Et c'est de là que ça vient pour moi, le désir. Et c'est très directement une des modalités intérieures du langage. Vous voyez, c'est pas. On a déjà eu cette discussion tous les deux, enfin à trois. Ça n'a rien à voir avec un usage social, je dirais. Je me fous totalement de conquérir quelque chose qui relèverait uniquement d'une place sociale ou d'un pouvoir. Ce qui m'intéresse, c'est d'écouter une source et de transmettre. Et il se trouve que la littérature est un lieu de plus en plus seul. Je ne sais pas, je dirais dans les années 50, c'était la grande chose. Quelqu'un comme Sartre, en tant qu'écrivain, était sans cesse sollicité pour dire un rapport avec la vérité politique, disons. Aujourd'hui, un écrivain, une écrivaine, franchement, tout le monde s'en fout, enfin, a priori. Et justement, je trouve que là, il y a une chance. La solitude de la littérature est une chance. Parce qu'il y a très peu de langage, il y a très peu de formes de langage qui échappent à la programmation. Il y a très peu de formes de langage qui échappent à l'homogénéisation d'un certain rapport aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est la liberté aussi, mais il y a quand même une normalisation qui est à l'œuvre de tout temps. Hein. Même Baudelaire s'en plaignait déjà, la normalisation à l'œuvre, ça a lieu tout le temps. Mais je trouve que la littérature, finalement, au bout du compte, c'est-à-dire la poésie elle-même, j'associe poésie et littérature, enfin, que ce soit en prose ou en vers, c'est pareil pour moi. Enfin, eh bien, ce langage-là, finalement, est peut-être un des derniers lieux où on est libre. Il y a une dimension intérieure du langage pour moi qui est sans cesse interrogeable et qui, tu citais Rimbaud, et j'en suis... c'est une autre source de laquelle j'essaye de ne pas trop m'éloigner. Je pense qu'il y a une opulence intérieure dans le langage, une richesse si folle qu'au fond, la communication n'en saura jamais rien. La communication n'est qu'un usage... j'aime communiquer, évidemment, je ne suis pas non plus... mais ce qui s'orchestre mondialement depuis des formes de langage comme ça, communicationnelles, enfin, qui visent l'instantanéité des rapports, ça n'est jamais qu'un usage très pauvre, au fond. Et je crois que la littérature est une source inépuisable du désir que le langage a pour lui-même. Voilà. Et donc voilà ce que je raconte dans des romans, ou ce que j'essaye d'interroger à travers des essais qui sont un peu des méditations, effectivement. Et j'arrive à Bacon, hein, je suis désolé, je suis un peu... J'ai pris large pour commencer, parce que le mot désir crée des malentendus, en fait. On se dit, ouais, c'est un apôtre du désir. Non, enfin, je pense que quelle que soit la forme employée, enfin, poésie, méditation, roman, c'est de ça dont il s'agit pour moi, enfin, d'interroger cette richesse intérieure. Après, j'aime faire des expériences. J'aime être à la fois le sujet et l'objet de ces expériences. Et j'aime les immersions. Il m'est arrivé de passer pas mal de mois dans un tribunal pour suivre un procès. Le premier procès pour terrorisme, le premier procès des attentats de janvier 2015. J'étais là en immersion totale pendant 4 mois, à écrire sans cesse, nuit et jour.
Et il se trouve que le jour où on m'a proposé, c'était juste à côté, aux Petits Oignons, justement, rue Orfila, quand on m'a proposé en 2019 de passer la nuit seul au centre Georges Pompidou à la faveur de l'exposition Bacon, bah, ça a été, tu as employé 2 fois le mot favorable, ça a été une faveur qui m'a été accordée, enfin, au sens, j'allais dire, quasi tantrique. Enfin, d'un coup, quelque chose s'ajustait parce que quelqu'un avait désiré cette exposition pour moi. Quelqu'un s'était mis à ma place en se disant peut-être que lui, il va aimer faire ça. Et bah, j'ai dit oui tout de suite. Enfin, vous imaginez être enfin seul face à des œuvres qu'on aime. Je veux dire enfin seul, c'est beau de les voir à plusieurs, mais dégagé de toute pression d'horaire, puisque j'y ai quand même passé 10 heures, dans la nuit, qui pour moi est là aussi favorise les intensités, et lors d'une nuit blanche, c'est-à-dire en gros une page qui était à écrire. Donc tout était là pour me rendre heureux, en fait. Et aussi pour répondre à une attente que j'ai, à un désir qui est attente et désir que j'adresse aux œuvres que j'aime. Parce que je trouve qu'en général, les peintures, les sculptures, même les films, parce que je suis passionné de cinéma aussi, qu'on aime, on y passe finalement très peu de temps en face. Je veux dire par là que si vous allez au Louvre, ça peut se faire pour un tableau, mais comment dire, on passe quelques minutes devant les œuvres qu'on aime. Et passer des heures devant un tableau qu'on aime, ça change tout. Enfin, c'est-à-dire que le laisser vivre, se rendre disponible à ce tableau. Et donc là, au tout début, au tout départ, ça a été ça pour moi, l'expérience Bacon. C'était qu'on me prodiguait cette possibilité inouïe, enfin, de liberté, enfin, face à une œuvre que j'aime. Parce que j'aime Bacon depuis longtemps. J'ai un rapport un peu compliqué avec les œuvres de Bacon, mais... Et ce qui est, je trouve, magnifique dans ton ouvrage, c'est que précisément, ce rapport que tu as, avec Bacon, tu essayes vraiment de le communiquer, de le transmettre, et on découvre par ta description, la description très, très vivante, très incarnée que tu fais des tableaux, bah, ces tableaux que peut-être on ne connaît pas forcément. Et donc tu dis à un moment qu'en fait ton souhait, c'est de donner irrésistiblement envie de voir les tableaux, et même en incitant le lecteur à délaisser ton livre pour regarder voilà, un détail sur son smartphone. Et est-ce qu'on pourrait revenir, par exemple, sur un des tableaux qui est très important pour toi, qui est un des tableaux qui ouvre cet essai, qui est Oedipe et le Sphinx. Est-ce que tu pourrais nous le décrire à ta manière et peut-être nous donner envie de le voir et nous dire pourquoi est-ce qu'il a été pour toi une expérience de saisissement aussi intense? Alors, d'une part, je ne l'avais jamais vu, ce tableau. Et pour cause, il appartient à Sylvester Stallone, qui le prête rarement. Vous avez raison de sourire, mais c'est un très grand amateur d'art. Et moi, ça me fait sourire et j'aime parler de Sylvester Stallone parce que dans ce tableau, il y a Rocky, quoi. Oedipe est en short et Marcel, il a l'air d'un sportif un peu éberlué, bon, un sportif mal en point. Mais ça me fait rire l'idée de savoir que Sylvester Stallone, dans son salon tous les jours, ça me fait rire de penser que Rocky regarde Oedipe. Et à part ce côté très anecdotique, Oedipe et le Sphinx est une étude, parce que Bacon donne des noms très modestes à ces tableaux, il dit étude. Une étude d'après un tableau d'Ingres, qui est au Louvre, où la scène qu'on connaît, que vous connaissez toutes et tous, est celle de ce face-à-face, où Oedipe soit vient de répondre à la sphinge, parce qu'il s'agit d'une sphinge et non pas d'un sphinx, enfin, c'est une créature féminine, soit vient de lui répondre, soit va être passé à la question. Toujours est-il que Bacon a resserré cette scène sur fond rose,
rose layette quasiment. Enfin, faut oser quand même peindre je crois que c'est l'un des premiers peintres, au fond, sauf certains peintres dadaïstes et surréalistes qui ont employé du rose un peu par provocation. C'est le premier à nous offrir le fond d'entrailles du monde. Enfin, donc dans cette cavité, vous avez la sphinge qui est au fond de ce tableau, dont la ligne de fuite vraiment va donner sur une espèce d'antichambre noire, au fond de laquelle se tient une érignie. Peut-être je reviendrai sur les érignies tout à l'heure, leur place chez Bacon. Bref, sur votre gauche, vous avez la sphinge, mais déjà transformée en statue. Elle est sur un piédestal. Et elle est étrangement peinte parce qu'à la fois, elle a quelque chose de très trouble et de désirable, si je puis dire. Et en même temps, elle semble avoir sur la tête ce genre de bas nylon que mettent les cambrioleurs, vous voyez, quelque chose de complètement incongru. Cette tête rabougrie qu'on a, qu'on a. Je sais pas si vous avez déjà cambriolé. Ça m'est jamais arrivé de cambrioler un appartement. Enfin bon, tiens, pourquoi pas. Qu'on voit dans les films, je veux dire. Et de manière tout aussi aberrante, sur la gauche, vous avez au premier plan donc Oedipe en athlète, dont on sent bien qu'il y a un détraquage un peu bizarre. Donc je vous l'ai dit, donc en short. Le vent, j'allais le faire, mais je vais vous épargner ça. Je suis encore impressionné par mes chaussettes. Levant son pied, donc il est de ton côté, là, il lève le pied vers la sphinge. Il y a un détail fascinant à propos du pied, justement, sur lequel tu vas peut-être revenir. Alors oui, c'est d'une part, ses pieds sont sanguinolents, donc il y a un bandage blanc du plus bel effet. Les pieds sont sanguinolents. Oedipe, ça veut dire pied percé, en fait, en grec. Et comme vous le savez, c'est quelqu'un qui a été suspendu, c'est le sacrifié par excellence. C'est quelqu'un qui a été suspendu à sa naissance au-dessus de la falaise par les bergers pour être tué, en fait, pour être mis à mort. Et sa cheville, son pied, mais sa cheville, en est resté meurtri et blessé. Donc il a la trace qui le consacre. Il a la trace du sacrifié. Comme Isaac, je sais que ça n'a rien à voir, Isaac et Oedipe, mais comme Isaac, il est élu par le fait qu'il a été mis à mort et qu'il en est revenu. En fait. Le couteau sur la gorge d'Isaac, je dis ça parce que je viens de relire Crainte et tremblement de Kierkegaard qui porte là-dessus et qui est extraordinaire comme lui. Le couteau s'approchant de la gorge du sacrifié consacre le sacrifié en le sortant de l'espèce humaine. C'est-à-dire, il devient divin, il est sacré, il est sacralisé. Et comme vous le savez, Isaac n'était pas destiné à l'Holocauste. Donc, toute sa vie va rayonner à partir de cette exception-là. Et alors, chez Oedipe, il y a donc ce pied percé et qu'il brandit comme une espèce de phallus idiot devant cette sphinge qui, à mon avis, le juge mal. Et ce pied, il est auréolé par un liseré bleu que je n'avais pas vu au départ. J'ai quand même passé 10 heures dans ce lieu. Et j'ai appris au fil de la nuit, je suis revenu plusieurs fois dans ce tableau. J'ai fini par y passer beaucoup de temps et par m'enticher du pied d'Oedipe, figurez-vous. Bon, j'ai essayé de comprendre ce qui se passait là, pourquoi j'aimais tant ce tableau, mais aussi tout le tragique qui est remis en œuvre. Parce que Bacon, c'est ça qui, moi, me plaît, c'est que c'est une œuvre tragique. C'est-à-dire que il y en a pas tant que ça, des tragiques. Il y a même, je dirais même qu'il y a une forclusion du tragique. Les grandes œuvres tragiques depuis Nietzsche, sont pas légion. Il y a un grand cynisme dans l'art contemporain, mais le tragique, c'est plus rare. Et donc, cette scène tragique, également comique, me parlait. Et je me suis mis à découvrir au fil de la nuit. Je ne suis pas sûr que ce soit hyper intéressant, mais je vous le dis quand même, parce que j'ai essayé de méditer là-dessus. C'est que, comment dire ça, je le dis mieux dans le livre, hein, mais il se trouve qu'à un moment m'est apparue une anomalie vers 3 heures du matin. Bon, j'avais pas bu, hein, je vous promets. C'est que
son pied était inversé. C'est-à-dire que, je ne sais plus si c'est le pied droit ou le pied gauche, mais je crois que c'est le pied droit. Et il avait bien fallu que je lève mon pied à un moment. Disons, si c'est son pied droit, on dit le gros orteil, je crois, non ? Le gros orteil était complètement à droite. Sur un pied droit, le gros orteil est à gauche. Bon. C'est un détail qui, à ma connaissance, et je crois avoir lu à peu près tout ce qui s'est écrit sur Bacon en italien, en français, en anglais, parce que j'ai passé des après-midi entières à la bibliothèque de Georges Pompidou, où il y a, ça va de monsieur jusqu'à vous, les livres sur Bacon. Personne n'a jamais vu ça. Vous me direz, de fait, c'est pas très intéressant, mais si. Je ne vais pas rester longtemps sur ce pied-là, mais il se trouve que du coup, ça fait d'Œdipe non seulement un infirme, mais un monstre. Un homme qui a un pied greffé, en fait. Bacon, je pars du principe que les génies ne font pas d'erreur. C'est une phrase d'Ulysse de Joyce. C'est fait exprès, en fait. Il a déposé ça comme une espèce de cadeau empoisonné. Le monstre, c'est pas la sphinge, c'est Œdipe. À mon avis, c'est ça le sujet du tableau. Enfin, pour avoir passé pas mal d'heures, on voit quelque chose qui semble nous dire mieux que la philosophie. Je trouve que la peinture pense et qu'elle est parfois beaucoup plus... Elle est déjà plus gracieuse que la philosophie, que j'aime aussi, mais elle a une résonance, enfin, depuis toujours, et elle n'est pas dans le psittacisme comme la philosophie ne cesse de s'étudier elle-même, enfin, jusqu'à Derrida qui reprend tout, Heidegger, etc. Bon, bref. Il y a quelque chose dans ce tableau qui semble nous dire que, à partir d'Œdipe, l'espèce humaine rate. Ça rate. L'humain, puisque vous savez, c'est la vraie réponse. Enfin, il fallait dire l'homme. Enfin, il a dit l'homme, c'est lui-même. L'homme est inhumain. Là, on le voit très clairement. La réponse à l'énigme tragique de la sphinge, c'est l'inhumain dans l'homme. Et Œdipe est déjà parricide, incestueux. Il a tout, lui. Et ça commence comme ça, en un sens, l'aventure humaine, avec cet abruti qui a tué son père, qui a couché avec sa mère, et qui en plus semble se vanter de sa singularité devant la sphinge, qui est détentrice d'une vérité tragique. Donc l'expertise de Bacon, moi ça m'a beaucoup plu de me tenir face à ce tableau, parce que ça dit quelque chose de très fou, enfin, de très égaré, d'un verdict impitoyable sur ce qu'il en est de nous autres pauvres humains. Enfin, et ça dit ça avec le sourire, avec l'humour. Enfin, voilà, c'est ça. Chez Bacon, il y a, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu rire. C'est aussi quelqu'un qui a un rapport avec l'enfance qui est demeuré en lui. Et c'est pas un nihiliste, contrairement à ce qu'on dit souvent. C'est un point qui revient très souvent dans ton... C'est un peu le fil rouge de Bleu Bacon, c'est que tu t'ériges, tu t'agaces un peu de ces clichés qui existent encore au sujet de Francis Bacon. Tu cites par exemple la page Wikipédia sur Bacon, et qui présente toujours Francis Bacon comme un peintre nihiliste, le peintre de la violence. Et toi, tu essayes de montrer dans cet essai que, au fond, peut-être que Bacon, c'est plutôt un peintre qui éprouve une profonde empathie, voire une très haute compassion pour les sujets qu'il peint. Et au sujet de la violence dans Bacon, tu cites cette phrase du peintre: « Ma peinture est joyeuse, pas violente. En 5 minutes de journal télévisé, il y a beaucoup plus de violence que dans ce que je peins. » Et donc à ce sujet, tu dis qu'un peintre comme le Caravage, par exemple, Bacon, n'est pas violent, mais s'empare de la violence des humains pour lui donner une forme qui la dénude. Et est-ce que tu pourrais revenir un peu sur ce rapport qu'entretient Bacon avec la violence, qui est peut-être éloigné des clichés qu'on a sur lui? Alors les clichés, comme toujours, sont un peu vrais. Enfin, c'est indéniable qu'il y a chez Bacon, et c'est aussi ça qu'on peut aimer chez lui, moi j'aime ça, une dislocation des corps. Enfin, personne n'est allé aussi loin dans l'exacerbation non pas de la décomposition, parce que je crois qu'il a ça en horreur. Enfin, Lucian Freud est beaucoup plus noir dans la décomposition que Bacon. Non pas la décomposition, mais la déformation, voilà.
ça c'est tout à fait vrai, enfin. Mais quand on aime sa peinture, enfin, je veux dire par là, quand on va vers elle, quand on se rend disponible vers cette peinture-là ou celle du Caravage, enfin, les peintres dits violents, enfin, qui ont affronté des sujets violents, on se rend compte qu'il n'y a ni cruauté ni sadisme, enfin, il n'y a pas une intention comme ça qui relève de ces vices-là. Euh, il s'agit de manière panoramique, me semble-t-il, de dénuder les pulsions, de manifester, comme dans la monstration elle-même, de manifester ce qu'il en est, oui, du tragique de l'existence, de la gesticulation humaine. Alors c'est une peinture qui est sans concession, qui est très étouffante, et j'en ai fait les frais durant cette nuit. Enfin, je veux dire par là que je peux vous garantir que la peinture de Bacon attaque. Je me suis senti vraiment, je l'avais bien cherché, hein, mais ça m'a rendu malade, quoi. Parce que soutenir un rapport comme ça avec un peintre de cette densité, c'est pas comme si j'avais passé la nuit avec des tableaux de Pierre Bonnard. Vous voyez, moi je suis un grand admirateur de Bonnard, mais avec Bonnard ça aurait été tranquille. J'aurais pu m'allonger tranquille. Tout ça. Là, ça a été ce que Kafka appelle un assaut immobile. Et je sais pas, c'était de l'art martial, quoi. Alors, Bacon, c'est un champion de son art martial. Moi, je suis pas très bon, quoi. Je suis très vulnérable. Je suis là avec mes cahiers Clairefontaine, ma migraine. Et précisément, la chose que j'avais, la seule que j'avais, j'emploie le mot avoir, c'était tous mes défauts. Et comme on le sait tous, enfin, affirmer ce qui nous manque, c'est déjà une forme d'éthique. Enfin, et depuis la fragilité même, on peut rencontrer ce qui semble plus fort que nous. Et tout le récit pour moi de cette nuit complètement initiatique, ça a été de non pas de tenir tête ni être face à Bacon, j'aurais été détruit en fait psychiquement, parce que je demande beaucoup à la peinture, je demande beaucoup à moi-même, et je voulais être vraiment là. Et ça m'a mis dans des états, de trouble. Enfin, j'ai perdu la vue au début de cette nuit-là. Et mais j'ai plutôt laissé les choses être. Voilà. Tu cites à un moment cette phrase du livre de Sagesse des Pharaons, l'homme doux pénètre les obstacles. C'est un peu Oui, ce que j'aime bien cette tu essaies de phrase. dire, oui. Ouais, l'homme doux pénètre les obstacles. Ouais. C'est pas une fleur que je me jette. Hein, je dis pas que je suis doux, mais en tous les cas, l'allure douce qu'on possède tous et toutes pour peu qu'on l'active est une des clés. Ouais. Ça c'est certain. Surtout face à la violence. Donc en fait, c'est cette fragilité que tu as ressentie par ta migraine, qui te permet de voir, enfin par ta migraine, Oui, enfin, oui, voilà. non, le mot migraine, pardon, ça fait un peu Oui, pardon, désuet comme la ça, migraine mais c'est une ophtalmique, migraine excuse-moi. ophtalmique, c'est Oui, très c'était quelque d'une chose de violence. Ouais, absolument. ça c'est très dur. J'y étais sujet pendant longtemps. Ouais. Et c'est ça qui t'a permis d'entrer en relation de manière très nue finalement au tableau de Bacon et peut-être d'y voir, tu parles beaucoup de compassion, tu parles beaucoup de la dimension pathétique de ces tableaux. Est-ce que tu pourrais revenir un peu dessus? Pourquoi est-ce que Bacon est aussi un peintre que tu considères comme un peintre qui est plein de compassion vis-à-vis des objets qu'il Ouais. peint? Alors je suis pas sûr d'avoir raison. Et puis c'est pas la question de. Enfin, je ne veux pas spécialement avoir raison. Je m'en fous. Mais il se trouve que Deleuze et Jonathan Little disent le contraire, et je suis pas d'accord. Pitié pour la viande. Ouais, Ouais. ils disent tous les deux, ces deux grands livres sur Bacon, mais ces deux livres qui portent sur la froideur du geste de Bacon et sur le fait que cette peinture serait impitoyable. Et pour avoir passé toute une nuit avec ces tableaux, j'ai ressenti exactement le contraire. D'une part, et ça me permet de répondre mieux à une de tes précédentes questions, par la fraîcheur de son geste. Les 20 dernières années de la peinture de Bacon sont extraordinairement dégagées. Il se met à peindre des dunes, des déserts qui semblent des corps de femmes. Il se met à...
je veux pas jouer avec le mot ici, ce serait idiot, mais il se met à méditer. Cette peinture médite sur elle-même et il se dégage même de la dramatisation du malheur humain, peu à peu. Et bref, il m'a semblé que dans la vie même de Bacon, dans sa conduite terrible, enfin, puisque c'est un homme qui n'a cessé d'être tenu par un alcoolisme dont il a réussi athlétiquement, et ça c'est très rare, à en faire une puissance qu'il a domestiquée, enfin, et qu'il a même activé comme moteur de son art, puisque d'après les témoignages, il y a un très, très joli livre de Franck Maubert qui s'appelle Avec Bacon, tout petit livre, où on a accès à l'emploi du temps de ce peintre stupéfiant, enfin, qui donc toute la nuit se dépensait dans une espèce de mise en radicalité de son propre excès, et au petit matin, alors que tous ses compagnons étaient déjà raides morts par terre, entrait dans l'atelier comme s'il allait se battre avec le Minotaure, enfin, c'est-à-dire avec lui-même au fond, et pendant des heures manifester quelque chose qui relève d'une force de la nature, hein. Bacon, c'est stupéfiant pour ça. Et transférer l'ivresse à l'œuvre elle-même, c'est un des gestes, à mon avis, de la modernité. Et pour répondre à la question sur la compassion que je contourne, parce qu'elle est très compliquée, délicate, je citerai Bacon lui-même qui disait, quand il passait comme ça à Londres, là dans son quartier, dans le West End, quartier qui était à l'époque assez pauvre, quand il passait devant une boucherie qui avait les quartiers de viande qui pendaient au croc de boucher, il disait sans cesse qu'il était étonné de ne pas être à leur place et qu'il s'identifiait à ça. Et dans ce geste quasi zen, au fond, de se voir en tant que viande, de se voir en tant que mort, et de trouver une joie intérieure, il y a quelque chose évidemment d'une profondeur immense. C'est pas vous qui faites de la méditation que je vais apprendre ça. Et dans la manière, là encore tragique, d'une beauté inouïe, c'est un immense coloriste, Bacon, dans la manière qu'il a de décrire toutes nos impasses, mais aussi nos issues, les affrontements tragiques avec nous-mêmes, les chutes dans le néant. Il y a un immense geste de pitié envers l'humanité. Et pitié, j'espère que vous n'y entendez aucun sarcasme, parce que moi je trouve que c'est un des plus beaux mots de la langue française. Enfin, il n'y a rien de péjoratif dans la pitié, dans la capacité à ressentir de la pitié, une immense pitié dangereuse, comme dirait Zweig. Et j'en suis vraiment persuadé, Bacon, c'est quelqu'un qui est animé par une violence, mais qui est travaillé par un amour terrible, enfin. Et puis il y a la question de George Dyer, c'est-à-dire, on en parlera peut-être tout à l'heure, si tu veux, de son amoureux, son amant, son... Je pense qu'on peut en parler. Effectivement, tu consacres toute une partie de Bleu Bacon à son triptyque, à son fameux triptyque sur la mort de George Dyer. Est-ce que tu pourrais, pour ceux qui ne connaîtraient pas le tableau, nous en parler un peu et puis peut-être revenir sur l'histoire tragique en fait de ce tableau qui est terriblement bouleversante? Moi, je le tiens, ce triptyque, je vais essayer de vous le décrire, c'est pas évident comme ça. Je le tiens pour un des plus grands tableaux de l'histoire de l'art, tout simplement. Je ne sais plus où il est, où est-ce qu'on peut le voir, je ne sais plus, peu importe, c'est facile à trouver sur vos téléphones. Bacon a vécu 9 ans avec un homme qui s'appelait George Dyer, D-Y-E-R. C'était un amour tumultueux, enfin, complètement... je pense que c'était pas très apaisant de vivre avec Bacon, mais il ne recherchait pas ça du tout. Et bon, toujours est-il qu'on raconte, il y a toutes sortes de légendes. Et j'aime bien. Vous savez, il y a un film où on dit entre la réalité et la légende, imprimer la légende. Enfin, la légende dit qu'un soir, un cambrioleur, décidément, mais sans le truc sur la tête,
s'introduit chez Bacon, il vivait dans son propre atelier. Enfin, vous avez tous vu des photographies dingues de l'atelier de Bacon, qui est un champ de bataille. Bon. Il s'introduit par le toit, par la verrière, et parce qu'on lui a dit, il y a un peintre qui vend des tableaux, ça vaut des millions, on va piquer ça, vas-y, ok. Une espèce de voyou, bon, en costume, comme ils étaient à l'époque, les voyous. Enfin. Et cheveux gominés et tout. Et il s'introduit, et la verrière se casse, il tombe. Et la légende dit que Bacon se réveille, il était en peignoir, il ouvre la porte et lui dit « Tu me rejoins au lit, chérie ?» Et ça me semble pas mal, enfin, je veux dire, crédible, pas mal, j'en sais rien. Toujours est-il que ce George Dyer, de fait, a passé la nuit avec Bacon, enfin, d'après ce qu'on sait, cette nuit-là. Et sinon, on raconte qu'ils se sont connus dans un bar, de manière beaucoup plus usuelle. C'est moins marrant à raconter, je trouve. Et bon, il se trouve que pour une fois dans sa vie, lui qui cherchait des rapports sadomaso extraordinairement toxiques, quelque chose s'est un peu calmé. D'après ce que Bacon disait, George Dyer n'était pas assez violent pour lui. Bon, ça, c'est la vie. Voilà, personne n'est parfait. Et bon, ce qu'il y a de plus intéressant, c'est que Bacon n'a cessé de peindre le corps de George Dyer. Je crois que c'est l'homme qui, dans l'histoire de l'art, est le plus peint. Il y a plus de 80 tableaux le représentant. Et il y a vraiment un rapport, un défi qui est adressé à Michel-Ange, pour moi, enfin, je dirais à tout ce que la Renaissance italienne a fabriqué dans ce qu'on appelle l'homme occidental, puisque c'était avant tout, il y avait les Madones, mais les hommes en tant que porteurs d'une forme d'éros, c'est quand même le Quattrocento, c'est la Renaissance italienne qui a inventé ça, et sur fond d'homosexualité. Et donc Bacon était complètement travaillé par ça pour le renverser, en fait, pour l'attaquer. Enfin, et donc, il a substitué à l'homme en harmonie avec le cosmos, enfin, vous voyez, ces grandes figures masculines, enfin, qui sont directement en rapport avec la divinité, il a mis George Dyer, toujours en slip blanc, la classe, quoi, en slip blanc, en train d'être démantibulé, enfin, il lui a fait subir picturalement quelque chose qui est stupéfiant, enfin. Et au point que, bon, lui, George Dyer, ça le fatiguait, ce qui se passait autour de la peinture. Tous ces snobs, disait-il, Lucian Freud et tous les autres, c'était pas des gens... Il les aimait pas. Et il trouvait que tous les gens qui étaient autour de Bacon, il aimait Bacon, évidemment, tous les gens autour de Bacon étaient des vautours, il disait ça. Les vrais Érigny, pour lui, c'était les picassiettes, les gens qui venaient parce qu'il y avait de l'argent, quoi. Bon, bref, tout ça pour dire, j'accélère, un jour, Bacon reçoit une invitation au Grand Palais à Paris pour une rétrospective de son vivant. Le seul peintre à avoir eu cet honneur, à l'époque, Paris était vraiment le centre du monde de l'art. Enfin, c'est plus tout à fait le cas, mais le seul avant, c'était Picasso, de son vivant. Et donc, c'est l'apogée de la carrière artistique de Bacon. On est en 71, je crois, oui. Et ça va plus avec George Dyer. J'ai l'impression de faire un feuilleton là. Ça va plus avec George Dyer. Mais Dyer, il est complètement drogué, alcoolisé à mort. Bacon lui a payé plusieurs cures de désintoxication, ça n'a pas marché. Mais il accède au désir de Dyer parce que Dyer voulait venir à Paris, quoi, pour être là. Il accède à son désir parce qu'il se rend compte que dans l'expo, il n'y a que George Dyer. Donc il se dit, je ne peux quand même pas refuser d'ailleurs de venir. Il y a 40 tableaux, c'est que lui. Et d'ailleurs vient. Et ils sont logés tous les deux à l'hôtel des Saints-Pères. Et après, enquête de ma part, enfin tout ça n'est pas très clair, mais manifestement, Bacon ne vivait pas dans la même chambre que lui. Ils avaient pris des chambres différentes. Bon, ils n'avaient pas le même emploi du temps. Il était pris par les mondanités, Bacon, pour préparer ça, le vernissage. Et 2 jours avant, Bacon rentre tard, il avait dîné, je crois, avec Duras, Jean Clair et d'autres. Il rentre et il frappe à la porte de George Dyer. Et là, il y a les gens de l'hôtel qui lui disent c'est passé quelque chose. Et il voit George Dyer nu. Pardonnez-moi du mot, mais il n'y en a pas d'autres sur les chiottes, parce que ce n'est pas des toilettes ou des cuvettes, c'est vraiment les chiottes.
mort d'overdose. On comprend qu'il avait amené un type qu'il avait levé dans Paris, je sais pas quoi, une espèce de giton, de prostituée. Il avait claqué tout l'argent que Bacon lui avait donné pour reprendre l'avion parce qu'il s'était disputé, il devait partir, et il avait acheté de la drogue, de l'alcool, bon bref. George Dyer est mort. Et cette image de Dyer mort sur les toilettes, le corps en avant comme ça, va marquer évidemment Bacon. Enfin, c'est presque idiot de ma part de le souligner. Bon, il y a des péripéties complètement folles que je raconte dans le livre. J'ai essayé de résumer tout ça. Il y a tellement de versions. La galeriste de Bacon va prendre peur et décide, avec la police, l'État français, avec tout le monde, les gens de l'hôtel, de ne pas déclarer la mort de George Dyer, de manière à ce que, enfin, pour que les journalistes parlent vraiment de l'expo et non pas du scandale, quoi, du fait divers. J'ai jamais compris où le corps était resté, mais je crois que j'ai pas trop envie de le savoir. J'ai bien peur qu'il soit resté dans la chambre d'hôtel. Mais toujours est-il que le soir du vernissage, donc 2 jours après, Bacon, dans un état indescriptible, encore plus ivre que d'habitude, mais digne, à l'anglaise. Il y a des photos où il est complètement échevelé, un regard de mage noir. Et Bacon attend au Grand Palais, sur les marches, l'arrivée de Georges Pompidou, parce que c'est l'État français qui avait invité Bacon. Et donc tout ça en grande pompe, et les gardes républicains, musique et tout. Et on raconte que durant l'exposition, donc Bacon était sommé de faire le guide, on raconte que Georges Pompidou se serait arrêté devant un tableau et aurait demandé des éclaircissements à Bacon. Et ce tableau, figurez-vous, qui date de 61 ou 62, que j'ai revu il y a quelques jours parce que je suis allé à Beaubourg. C'est le seul Bacon qu'on voit à Beaubourg en ce moment. Ils en ont prêté beaucoup. C'est George Dyer en slip blanc sur les chiottes, dans la position du mort, que Bacon donc avait, comme tous les grands artistes, prophétisé sans le savoir, enfin. Et Pompidou, et je ne sais pas si c'est un acte pervers ou quoi, parce que évidemment Georges Pompidou était au courant que l'autre était mort. Il lui dit: ah, vous pouvez me parler de ce tableau? Je n'en reviens toujours pas. Et Bacon s'exécute. Et le soir, il y a un dîner dans l'histoire de l'art, c'est un dîner fameux, au Train Bleu, vous voyez ce restaurant merveilleux et hyper cher, à Gare de Lyon, voilà, où il y a une scène merveilleuse de La maman et la putain de Jean Eustache, avec Jean-Pierre Léaud. Et là, il y a tout le monde, il y a Marguerite Duras, il y a Léris, et Michel Léris et sa femme, Louise, qui avait organisé ce dîner en l'honneur de Bacon. Et tout le monde pleure. Et il y a des photos extraordinaires. Enfin, personne ne dit rien, personne n'en parle, mais les gens pleurent. Et Bacon fait un discours pour remercier Léris, comme si de rien n'était. C'est extraordinaire. Et à partir de ce moment-là, Bacon ne va plus peindre des yeux. J'ai réalisé ça durant cette nuit, j'avais jamais remarqué ça. Chronologiquement, Bacon, et c'est comme ça que va se marquer son deuil, ne va plus peindre les yeux de ses modèles, c'est-à-dire en gros de lui-même, parce qu'il se met à se peindre sans cesse. Il y a plein d'autoportraits de Bacon, mais ils datent tous de l'après-mort de George Dyer. Et il se peint les yeux fermés ou pochés. Il se peint en se punissant par la peinture, comme si on lui avait cassé la gueule. Ce sont des portraits terribles. J'ai pris de pitié, moi aussi, et d'amour, durant cette nuit, à un moment. Je ne sais pas ce qui m'a pris, devant ce petit portrait de Bacon, cet autoportrait de Bacon peint quelques mois après la mort de Dyer. J'ai avancé mon front contre lui. Je sais que c'est une chose interdite, et puis un peu infantile en un sens, mais je sais pas, j'ai été pris, je sentais que c'était ça qu'il fallait faire. Je voulais briser la distance entre cette peinture, cette nuit qu'il y a à l'intérieur de Bacon et moi. Et je me suis dit, ça va sonner, il va me faire virer et tout, ma nuit est foutue. En fait, ça n'a pas du tout sonné. C'est bizarre quand même de me laisser avec des tableaux si chers tout seul. Et il y a des vitres sur les tableaux de Bacon, mais une vitre. Et tout ça pour dire que il se peint frénétiquement, en se punissant.
il se démembre. Et un jour, enfin, il parvient à peindre le tableau. Je ne sais pas si je vais vous le décrire du coup, mais je vais essayer, mais peut-être j'ai trop parlé déjà. On est en 73, je crois, 2 ans après. C'est un tableau stupéfiant. J'ai passé 1 heure et demie devant, entre 1 heure et demie du matin et 3 heures. Je suis même couché devant. J'ai essayé d'endurer ça, mais je n'ai pas fait exprès. C'est juste que je voulais le voir, quoi. C'est un triptyque où on voit 3 moments, 3 instants. Mais je pense que les triptyques chez Bacon ne se lisent pas ni de gauche à droite, ni de droite à gauche, mais il faut arriver à se les mettre simultanément dans l'œil. C'est cette... vous savez, comme dans Muybridge, là, comme chez ce photographe, là où on décompose le mouvement. Il était très obsédé par ça, Bacon. Ces triptyques, c'est évidemment une référence à l'art religieux ancien, mais au retable. Mais c'est aussi 3 moments qui se décomposent à l'intérieur de l'instant. C'est l'instant de la mort. C'est l'irreprésentable. Personne n'est jamais venu pour nous en parler. On n'a jamais pu expérimenter soi-même cet instant. Donc c'est l'instant inconcevable qui est peint. Et ce qu'il y a de stupéfiant, donc on voit trois fois d'ailleurs, à l'instant où il est avalé en fait par le noir du fond du tableau. Ce qu'il y a de stupéfiant, c'est que donc Bacon peint la mort comme un acte d'absorption dans le néant de la peinture, dans la peinture noire. Mourir, c'est être avalé par la peinture noire. Et ça, seul un peintre peut avoir cette intuition-là des ténèbres, enfin. Et on voit vraiment ça, enfin, les ombres qui sont en train de manger peu à peu le petit volume humain. D'ailleurs, certaines ombres ont presque une tête de vampire, enfin, c'est très étrange. Et face à ce tableau, voilà, j'ai été pris, là, je dois dire, de peur, de fascination, de toutes sortes d'états me sont passés comme ça par l'esprit et le cœur. Ouais. Et oui, donc il y a George Dyer qui se fait avaler, George Dyer sur les chiottes. C'est les... Et face au lavabo, puisqu'il essaye de vomir. Enfin, je parle de choses un peu effrayantes. Je suis désolé, mais 2 gouttes de sang qui tombent de ses narines. De ses narines, ouais. C'est bouleversant parce que dans le détail même du tragique, on a de toutes petites choses qui nous retiennent, enfin, comme des larmes de sang. Et à la fin, à la toute fin, et d'ailleurs Bacon en a parlé dans ses entretiens avec David Sylvester, il raconte qu'il a abandonné, comme il dit, ce tableau. Il considérait que c'était achevé à ce moment-là par un jet comme ça de peinture blanche, très énigmatique, très gras, enfin, qu'on peut presque toucher à travers les vitres, comme une sorte de semence, enfin, amoureuse, très étrange. Ça n'a aucun sens comme ça pictural, enfin dans le récit qui est fait. C'est le seul tableau narratif, si je puis dire, de Bacon, qui ne raconte qu'une seule chose, c'est l'instant de la mort. Et il y a ce jet comme ça, comme s'il avait signé, je ne sais pas, sexuellement, ce tableau. C'est aussi un adieu à son homme, quoi, enfin, l'homme de sa vie. Et bon, face à ce tableau, j'ai pensé à Bossuet, vous savez, le Sermon sur la mort. Un texte proféré, un texte inouï proféré dans l'église Saint-Eustache, alors on est au XVIIe siècle, mais devant la cour, il ouvre un tombeau. Il leur dit, voilà ce que vous êtes, le roi, la reine, les autres, du néant. Texte absolument stupéfiant, enfin, c'est une des plus belles choses qui existent au monde. Et là, je voyais que ça s'ouvrait comme ça, enfin. Et dans ces cas-là, on ne ressent pas, enfin, ça n'a pas été mon cas, on ne ressent pas du tout quelque chose de morbide, ni d'affaissé. Au contraire, une grande limpidité, une grande clarté qui est celle de la communauté humaine, tout simplement. J'ai fait cette petite expérience, peut-être banale, mais pour moi centrale. Je me suis senti, et je vais dire une énormité, grâce à la mort de George Dyer, appartenant. J'ai senti que j'appartenais à l'espèce humaine.
Bon, je n'en doute pas tellement, mais quand même, c'est bon d'en recevoir la confirmation. Dans la civilisation humaine, mortelle, je pense que ça a lieu toujours par des rites funéraires. Et ça, c'est un rite funéraire qu'a inventé Bacon. Et c'est pour ça que pour ça que je trouve ce peintre si grand. Enfin, c'est on est très au-delà de ce qu'on entend d'habitude sous le nom de Bacon. Enfin, ces petites turpitudes, je sais pas quoi, de gens dans des cages, étouffants dans leur individualisme, c'est pas du tout ça. Enfin, là, on est vraiment dans la métaphysique. Enfin, voilà. Oui, parce que finalement, ce qui est le fil rouge de Bleu Bacon, c'est vraiment de décrire comme tu l'as dit, les impacts au fond de la peinture sur ton corps, sur tes sensations, sur tes sentiments. Et à ce sujet, je trouvais bien qu'on termine ce petit parcours à travers l'œuvre de Francis Bacon avant de prendre quelques questions sur le tableau avec lequel tu ouvres Bleu Bacon, Water from a Running Tap. Que j'ai même mis en couverture. Exactement, je n'ai plus la couverture malheureusement, mais voilà, vous pourrez la retrouver à notre librairie. Sur le bandeau. Exactement, donc D'habitude, on met les noms des écrivains, je trouve ça complètement con. Enfin. Et donc, j'ai dit, mais on pourrait mettre Pablo de Bacon quand même. Enfin, exactement. Et, oui. Et c'est celui qui ouvre, en fait, tu te réveilles, tu sors de ta migraine ophtalmique et tu as ce tableau face à toi. Et donc, je te cite, tu dis cela en te réveillant. Donc, tu regardes le tableau. Je suis devenu cette eau, ce bleu, ces arrivées de rose et de blanc. J'étais donc là, au cœur de ce bleu, et en même temps, je le regardais. Ça avait lieu dedans et dehors à la fois. On est arraché à soi-même, mais pleinement là. Ce n'est pas vraiment un paradoxe. La métamorphose de la présence, à laquelle nous invite la peinture, porte sur l'accès à l'être, et l'être a du mal à se distinguer du néant. Est-ce que tu pourrais revenir sur cet état de présence que tu décris, cet état qui semble paradoxal dans lequel te plonge la contemplation de ce tableau, et au fond à quel état, à quelle dimension intérieure nous ouvre la peinture lorsqu'on apprend à la regarder vraiment? On ne sait pas. C'est très incertain, très fluctuant, mais parfois il ne se passe rien, quoi. J'en ai fait l'expérience cuisante il n'y a pas longtemps lors de l'expo Rothko, que j'admire aussi. Je ne sais pas, ça ne marchait pas, il y avait trop de monde, je ne sais pas. Trop de tableaux, trop de peinture tue la peinture, on pourrait dire ça, comme le disaient les économistes américains du siècle passé, mais je ne sais pas, c'était une blague stupide. Foireuse, ratée. Mais non, je sais pas. S'il y a bien un mystère, alors là, pour le coup, sans transcendance, c'est la présence. On pense qu'on est là, mais on a tous fait l'expérience de parler avec quelqu'un en se disant bah, « il n'est pas là hein. ». Et nous-mêmes, notre Dasein, notre être là, ne cesse d'être fluctuant. Enfin, voilà. S'il y a bien quelque chose que je cherche, c'est ça, c'est d'être présent à mes propres passions, que je vis comme des activateurs, des activatrices, bon, le mot est laid, de présence. Parce que la présence, c'est le dialogue, enfin. Et la peinture, c'est vrai, depuis des années, je m'y voue de manière très spéciale, enfin, peut-être trop, enfin, j'aime aussi autre chose, mais c'est vrai que les expériences que j'ai, enfin, ce à quoi ça m'ouvre, la peinture, les peintures, c'est vrai que c'est ce qui me fait aller le plus loin à la fois dans le plaisir, qui n'est pas rien, et en même temps dans une forme de connaissance par les gouffres, comme dirait Michaud, qui va avec le plaisir. Et plaisir et connaissance, c'est une même chose pour moi. Et alors... bah oui, du coup, c'est les impacts qui m'intéressent. C'est pas mon corps qui m'intéresse plus que la peinture, mais c'est quand même ce que la peinture peut provoquer en termes de métamorphose. Enfin, c'est pour ça que j'aime les peintures dites violentes. C'est pas que j'aime spécialement voir un type se faire couper la tête, comme dans le Caravage avec Judith qui tranche la tête de Loferne. C'est pas que j'aime la mort ni les meurtres, ça me dégoûte. Mais c'est que les peintures dites violentes suscitent
immédiatement quelque chose qui relève d'un acte. Bacon détestait la décoration, par exemple. Il a été décorateur quand il était jeune. Enfin, il était designer, disons. Et pour lui, l'abstraction, on peut ne pas être d'accord avec lui, et je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui. Pour lui, l'abstraction, qui dominait quand même l'art d'après-guerre, jusqu'aux années, disons, 70, et Bacon intervenait là, c'est pas un peintre abstrait, l'abstraction, pour lui, se réduisait à une forme de décoration. Voilà. Et l'acte même d'une peinture, quand on parvient à s'ouvrir à elle, à se rendre disponible, est vertigineux et surtout ruisselant. Et alors ce tableau-là, Water from a Running Tap, donc eau sortant d'un robinet, j'aime bien le côté très prosaïque du robinet, peindre un robinet, super. Eh bien, c'est précisément ce tableau qui m'a le plus plu, avec Oedipe et le Sphinx, parce que quand il peint ça, on est dans les années 80, il a à peu près 76 ans. Donc c'est déjà un peintre qui a, déjà un homme qui a une expérience immense. Enfin. Et j'y ai vu dans ce tableau, outre son caractère immédiatement bienfaisant pour moi, puisque j'ai passé 2 heures, il s'est passé tout un tas de choses, des mésaventures que je raconte dans ce livre, parce que j'aime bien ça, enfin, les récits d'aventure, puis la peinture. Durant toute cette nuit, les peintures m'ont perturbé, et je trouve que le récit de ces perturbations peuvent être éclairants. Enfin. Et donc j'étais pendant 2 heures sur ce lit de camp, je voyais plus rien en fait à cause de la migraine, et puis j'avais pris trop de tramadol, parce que j'ai exagéré quoi. Enfin, et donc je commençais un peu à délirer, et j'avais peur de m'endormir. Et quand enfin je suis revenu à moi, ben, c'était sous ce tableau, et j'ai eu l'impression de boire, enfin, d'être là, de recevoir l'eau au robinet, enfin, vous voyez, comme un enfant, enfin, qui boit directement. Et c'est pour moi une métaphore idéale, évidemment. C'est ce que me fait la peinture. Ça liquide, ça limpidifie, ça se dit pas, mais mon être. Et puis, quand ça marche. Et puis, ça me donne un autre corps, ce qu'on appelait le corps subtil, enfin, dans certaines traditions, ou du moins une approche de ce corps subtil qui idéalement deviendrait tout art. Et j'ai vu une tentative de la part de Bacon de se mesurer au grand maître, c'est-à-dire au cousaille, à la vague, peindre l'eau. Monet fait ça à la fin de sa vie, mais là, il faut quelque chose qui relève d'un... C'est pas seulement d'une maîtrise, mais c'est, comme vous le savez, de ce moment où la maîtrise se déborde elle-même, voilà. Et où, comme dans la peinture classique chinoise, au pinceau, où le poignet est vide. Et bon, dans ce tableau dont Bacon a dit lui-même, et je ne le savais pas cette nuit-là, hein, il a dit lui-même que c'est son meilleur tableau. Parce qu'il était, dit-il, immaculé. Et c'est-à-dire sans tache. Enfin, je suis allé chercher que ça veut dire immaculé, ça veut dire sans tache. C'est étrange pour un peintre. Ben il m'a semblé qu'il y avait une direction d'innocence, ce qui est quand même la meilleure concernant Bacon. S'il y a bien un peintre qui décrit un monde sans innocence possible, c'est bien Bacon. Mais lui, peut-être, se dirigeait vers quelque chose qu'il n'a cessé de chercher. Je pense que Bacon... et je ne le dis pas pour réduire son travail, mais je pense qu'il était en quête de quelque chose. Enfin, c'est évident, enfin, cet homme n'a cessé de peindre. Et donc, cette source, ce robinet inépuisable, qui coule comme ça et qui crée, vous verrez, enfin, ce tableau, qui crée une espèce de crème où plusieurs bleus sont ajointés. Il y a un bleu de Prusse, il y a un bleu... Peut-être ça le ferait bondir, Bacon, mais il me semble qu'il y a du bleu Klein là-dedans. Et d'ailleurs, ça m'amusait d'instaurer ça, bleu Bacon, personne n'a jamais dit ça. Enfin, bleu Klein, ça existe, c'est même certifié, je crois. Enfin, il y a une... Bon, j'essaye d'imposer cette formule, bleu Bacon, aidez-moi, mais parce que c'est pas ce qui saute aux yeux quand on regarde Bacon, mais quand même, mine de rien, il y a cette dimension-là, très finalement, une dimension de jouvence,
très érotisé aussi, parce que c'est le bleu du sexe pour moi chez lui. Et on voit le tableau Les Lutteurs, quand ils font l'amour, les deux hommes. Celui qui est en dessous, d'ailleurs, c'est Bacon, qui grimace d'amour, qui regarde la Grande-Bretagne en 55, comme ça. Il se peint en train de faire l'amour avec un homme en 55, c'est à minuit. Et entre les deux corps, c'est très beau, le type au-dessus forme comme une masse montagneuse, avec le long de son dos, pardon, je dérive, mais le long de son dos comme une crête enneigée. Et l'endroit très insaisissable dans cette chambre nuptiale où ils s'ajustent, ces deux corps, je suis allé le regarder de près, enfin, j'ai pas arrêté avec la lampe, parce qu'à la fin, j'étais dans le noir, j'avais ma lampe torche, parce que j'avais demandé à ce qu'on éteigne et tout. Cet endroit d'amour est bleu. Pourquoi bleu? Et voilà, je pense que je sais plus ce que je pense. Mais c'est peut-être le moment justement d'ouvrir voilà, les questions. Si vous avez des questions à poser à Yannick, vous êtes les bienvenus. On va vous faire passer un micro. Il y a une question là. Bonsoir. On m'entend? Oui. Oui, oui. Oui. Je suis un peu intimidée. Bon. Je bien. voulais vous... moi, j'ai eu vraiment l'impression, en lisant votre voyage initiatique, que vous étiez complètement en transe. Alors, effectivement, Oui. vous tombez dans cette migraine ophtalmique, mais après, effectivement, tout justement de ce tableau-là, vous partez dans un état. Alors, est-ce que c'est au moment de l'écriture que l'état de transe pour retrouver la perte de la vue, c'est l'écriture qui vous a demandé de décrire en transe, ou vous décrivez vraiment l'état dans lequel vous êtes? Et après, l'autre question sur... parce que vous dites que d'affronter l'œuvre de Bacon, c'est un art martial. Enfin, je veux dire, c'est comme un combat. Et en même temps, vous êtes tout de suite replongé dans votre chambre d'enfance au Niger, où vous avez vos démons d'enfant que vous devez affronter. Et pour moi, c'est ça le fil conducteur du livre, même presque au-delà de Bacon, en fait. Ah, je sais. Et du coup, voilà. Ces deux questions. J'ai scrupuleusement évité d'en parler jusqu'à présent, parce que c'est très complexe pour moi et c'était inattendu. Je vais essayer de répondre aux deux questions qui sont formidables, qui pointent les deux choses les plus compliquées. D'abord, les couches d'écriture. Je n'ai pas cessé d'écrire, même cette nuit-là, en fait. Il y a déjà une version cette nuit-là. C'est un livre c'est la première fois que ça m'arrive, parce que je ne travaille pas comme ça. C'est un livre qui m'a beaucoup résisté. Il y a 5 ou 6 versions. Je les ai toutes conservées. D'habitude, je fous ça en l'air. Enfin, c'est-à-dire, je travaille, je voudrais arriver à écrire enfin une phrase, puis une deuxième, une troisième, et j'efface, puis ça reprend. Donc, il n'y a pas de brouillon, en fait. Et sauf que là, j'ai écrit à la main, ce que je fais depuis longtemps, mais j'avais renoncé pour les romans, parce que les romans, le copier-coller, c'est important, enfin, l'orchestration symphonique. Mais là, il y avait donc une première expérience d'écriture sur un petit cahier Clairefontaine rose durant la nuit, où j'ai écrit 40 pages, parce que c'est comme ça que j'arrive à penser, à me tenir de moi-même, comme disaient les mystiques, enfin, pour y voir quelque chose, pour y comprendre quelque chose. Mais il n'y a pas grand-chose dans ce cahier. Enfin, c'est un relevé, enfin, un petit journal. J'avais des repères et puis des trouvailles comme ça. Et puis, je ne sais pas quoi vous dire. Ce que je raconte 4 ans plus tard, parce que j'ai été empêché d'écrire ce livre pour des tas de raisons, dont l'année de confinement, dont le procès où Charlie Hebdo m'avait envoyé. J'ai mis 1 an à me remettre de ça, des scènes de crime qui étaient à nouveau remises en jeu. Ça a été une traversée de ma nuit, quoi, disons.
Et ça m'a aidé étrangement, ça m'a empêché techniquement, temporellement d'écrire ce livre, enfin que j'aurais dû remettre à l'éditrice bien avant, mais ça m'a ouvert quelque chose, enfin, parce qu'entre les scènes de crime que j'étais bien obligé d'étudier en direct, et puis Bacon, il y a quand même des choses qui se parlent. Et donc, pour vous répondre enfin à la première question, dans mon souvenir et tel que je l'ai vécu, parce que quand je suis sorti de cette nuit à 8 heures du matin, en descendant les tubes là, à Beaubourg, seul au monde, je me sentais à la fois comme Zarathustra et puis comme un rien, quoi. Je me disais, mais j'étais épuisé, je me demandais ce qui s'était passé au fond, si j'avais pas rêvé. Et quand j'ai refermé la porte derrière moi, j'ai presque regretté, enfin, me dire, ah, je voudrais y retourner. Enfin, j'avais déjà le syndrome de Stockholm. Enfin, j'avais été kidnappé par cette exposition et je sentais que je n'avais qu'un désir, c'était que ça continue. Et en même temps, j'en pouvais plus, c'était insoutenable aussi, je veux dire de manière physique. Enfin. Et je pense avoir vécu, enfin, c'est pas pour dire que j'ai rien inventé, c'est que les états que j'ai essayé de restituer, évidemment, passent par du langage plus élaboré. C'était très hirsute. Enfin, il y a eu des moments comme ça où je pensais rien, je sentais rien. Enfin, j'étais juste accablé ou fatigué ou très exalté. Mais j'ai bel et bien couru comme un fou tout seul. Parce qu'à un moment, même si j'étais timide au début, j'essayais même de ne pas faire trop de bruit. Parce que c'est un véritable désert, hein, un musée sans personne la nuit. Enfin, puis il y a une sonorité étrange. Enfin, au début, ils avaient laissé les voix enregistrées parce que c'est une exposition qui s'appelait Bacon en toutes lettres. Et il n'y avait pas, sans doute, vous l'avez vu, enfin, il n'y avait pas vraiment de cartel. Il n'y a pas d'explication, rien du tout. Ça a un peu aussi énervé certaines personnes. Mais moi, j'adorais ça parce que il suffisait d'écouter les extraits dans les niches de Bataille, Échille, Shakespeare, Conrad et toutes les lectures préférées de Bacon pour comprendre, pour s'approcher des tableaux et voir comment il avait métamorphosé cette matière littéraire en autre chose qui n'est pas une illustration. Bon, et à un moment, je me suis, comment on dit ça, je me suis dénoué, enfin, délivré. Et là, j'ai eu un usage de cette exposition, des 40 tableaux, comme quand on joue aux cartes. Enfin, je les ai redistribués, j'ai couru, je suis allé voir l'un puis l'autre, j'étudiais, je riais, c'était peut-être j'étais en transe, mais c'était une transe assez calme en fait. Mais c'est vrai que j'ai atteint aussi grâce à cette migraine qui m'a frappé d'entrée, un peu comme la foudre, comme si j'étais sanctionné par Bacon lui-même, qui me disait tu crois que ça va être facile, enfin il faut une épreuve quoi. Et c'est Daniel Arras qui dit on n'y voit rien. Il y a un très beau livre sur la peinture, je confirme. Et puis d'un coup quelque chose m'a été donné. Oui. Là, c'est vrai que j'ai eu une transe amoureuse. Enfin, et puis vers la fin de la nuit, j'ai même pris de la musique au casque comme ça. Non, c'était pas au casque, j'avais pas enfin c'était le téléphone, comme j'avais même pas d'écouteurs. Et j'ai écouté le dernier album de David Bowie qui venait de sortir quelques années plus tôt. Et je sais pas pourquoi ce rapport entre Bowie et Bacon m'a toujours plu. David Bowie a tenté de peindre, mais il imitait Bacon. Enfin, c'est pas terrible. Bon, David Bowie, c'est un génie, mais en peinture, c'est pas terrible. Et là, en écoutant Lazarus, donc un titre résurrectionnel, j'ai eu, je dois dire, alors c'est pas une transe, mais c'est une extase, vraiment une extase, un ravissement. Ça a duré 3 minutes. C'est les dernières pages du livre. J'ai choisi d'arrêter là vers 4 heures du matin. Il s'est passé encore des choses, mais je les garde pour moi. Et puis c'est pas dramaturgiquement pour moi, c'était fait en fait. Parce qu'à 3 heures du matin, j'avais demandé aux pompiers en amont, j'avais demandé à ce qu'ils coupent l'électricité. Parce que c'est une drôle d'idée, mais bon, ce sont des choses qui me plaisent, qui relèvent à la fois de la défiance concernant la lumière électrique, les néons qui me font du mal, la preuve, puisque ça, j'ai été attaqué tout de suite. Et puis le fait que j'aime que la peinture sorte du mur. Enfin, ayant vécu longtemps en Italie, j'ai été requis par les fresques, en fait, la peinture à fresque.
qui respire, enfin. Et là, il n'y a pas besoin de lumière, parce que Fra Angelico, quand il peint ses Annonciations, il n'y a pas de lumière pour les voir le matin à l'aube. Et j'en ai fait l'expérience. Là aussi, je m'étais laissé enfermer au couvent San Marco, et j'ai vu l'Annonciation avec la lumière qui arrivait, sans lumière électrique, avec la lumière, c'est par là, enfin, qui arrivait par la fenêtre, et qui illuminait tout le tableau, en fait. L'Annonciation a vraiment lieu, a toujours eu lieu tous les matins pour les dominicains de ce couvent. Et donc, ça s'est fini comme ça. Donc, je raconte à peu près tout ce qui s'est passé, mais pas nécessairement dans le même ordre. Je l'ai recomposé. Et puis, j'ai pas trouvé tous ces mots durant cette nuit-là. Ça m'a même un peu interdit. Enfin, je n'avais plus de mots à certains moments. Donc ça, c'est une chose. Il y a des couches textuelles un peu étranges. La deuxième question, c'est sur l'Afrique, voilà. Je vais en parler brièvement. Enfin, le lit de camp, puisqu'on dans cette collection, l'éditrice Alina Gurdiel met à disposition pour chaque écrivaine et chaque écrivain qui fait l'expérience. Enfin, ça avait commencé au musée Picasso il y a des années, et puis finalement c'est en train de s'étendre à des tas de musées du monde. Alina Gurdiel met à disposition toujours un lit de camp, parce qu'on m'a raconté qu'il y a des gens qui sont venus et qui ont dormi toute la nuit, quoi. Tranquille, tu vois. Je dis waouh, quel amour de la peinture. J'espère, attends, parce que là, franchement. Mais pourquoi pas, je sais pas, on peut pas juger. Enfin, après tout, 3 minutes devant une peinture, peut-être ça irradie tellement que, bon, je sais pas. Bon, moi, j'ai pas, franchement, j'en ai profité à fond. Mais ce lit de camp, c'est le signifiant lit de camp qui m'a précipité, parce que j'allais pas bien, je voyais, qui m'a précipité dans une très banale réminiscence. Ça datait de mes années quand j'avais autour de 12 ans, où je vivais au Niger, à Niamey, parce que mon père était coopérant militaire là-bas dans l'armée nigérienne. Et bon, il y a eu une délivrance d'intensité. Là, d'un coup, j'ai vraiment revécu. Bon, ça, c'est le médicament, je crois, parce que franchement, le tramadol, c'est carabiné, ouais. Et je me suis vu à nouveau dans cette chambre africaine dont j'ai déjà parlé un petit peu dans Le Sens du Calme, où il s'est passé des choses entre 12 et 13 ans. Je crois que j'étais un peu givré à cet âge-là. Voilà, je sais pas, j'ai eu je sais pas, j'étais à la pointe de moi-même, poétiquement, tout en étant un petit enfant comme ça, ordinaire. Enfin. Et j'avais un rapport étrange avec des monstres. Et pour comment dire, j'en dis trop là déjà, mais bon, c'est tant pis pour moi. Et pour conjurer ces monstres dans ma vie quotidienne d'enfant, j'avais établi des rituels avec des statuettes d'Ogon. Et j'étais passionné par ça. J'étais très travaillé par l'animisme et toutes les religions africaines. Bon, 12 ans, je sais pas si c'est très normal, mais j'étais comme ça très, très... enfin voilà, c'était mon truc. Et au milieu de ces statuettes que mes parents m'offraient abondamment, et j'étais tout content que j'ai cette passion un peu folle, j'avais mis un poster que j'avais arraché dans Best ou Rock and Folk, je ne sais pas si vous connaissez ces revues. Donc il y avait les religions d'Afrique noire et le rock and roll. Et donc il y avait quelqu'un sur ce poster que j'avais mis au centre, qui était mon Dieu. J'installais mon espèce d'hôtel, et je le nomme pas dans le livre, mais c'est une pop star avec une chevelure rousse de renard et un éclair bleu et rose. J'avais le disque évidemment, et une petite goutte qui continue de me fasciner ici, là on dit quoi, la clavicule, non, je sais pas quoi. Vous savez, il y a un lac de larmes, je sais pas. Et je faisais mes dévotions à celui que j'appelais le renard pâle, parce que le renard pâle, c'est l'une des divinités déviantes de la cosmogonie d'Ogon. Bon, c'était un peu compliqué dans ma tête à cette époque-là, comme vous voyez, mais en même temps, c'était très intense. Et cette nuit-là, effectivement, je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est le lit de camp sur lequel je dormais enfant, voilà. Surtout qu'on allait dans le désert se promener. Et puis tout cet univers presque ésotérique que Bacon était en train de susciter.
il y a quelque chose d'africain chez Bacon. Je ne pense pas que les spécialistes seraient très d'accord, mais enfin bon. Et notamment dans les visages des femmes. J'ai remarqué Henrietta Moraes. Elle est toujours à la place du visage des femmes. Je pense que Bacon devait avoir quand même assez peur des femmes sexuellement, c'est possible, parce qu'il met toujours un masque à la place. Et ces masques, bah, c'est des statuettes Bambara ou Dogon qu'il a vues chez Picasso et les autres, il les recopie. Et bon, voilà, il y avait une condensation, comme on dit en psychanalyse, là, d'un coup, et j'étais dans... je me suis raccroché à ça pour aller mieux, voilà. J'ai invoqué mon vieux dieu d'enfance, qui chantait Aladdin Sane, voilà. Et ben, ça a marché, voilà. Donc, l'enfance, c'était peut-être ça, dans ce labyrinthe qu'a été cette nuit, et que je décris comme dans un conte. Enfin, il y a le labyrinthe, il y a l'enfant, il y a les monstres, parce qu'il y a des tableaux de Bacon qui m'épouvantaient depuis toujours. Ben, c'est l'enfance c'est le recours à l'enfance qui illumine finalement mon rapport avec ces tableaux. Voilà. Je vous en prie. J'ai l'impression d'être tout nu là, mais en chaussettes. Donc, Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous parlez de la réaction physique que vous avez eue face au tableau. En lisant votre livre, j'ai eu également une réaction physique. Oui. Vous avez évoqué quand vous mettez à courir dans les 8 salles pour voir les 42 tableaux. Et donc, ça m'a particulièrement marqué. C'est le chapitre 6. Ah oui. Et une phrase fait 10 pages, je crois. Oui, oui. Et en fait, je commence à lire. Et en fait, je commence à courir, je commence à halter, je commence à m'essouffler. Et pour la première fois de ma vie, j'ai lu un livre où j'avais l'impression de ressentir à ce moment-là ce que l'auteur décrivait, ce que vous avez vécu. Et la phrase s'arrête, les 10 lignes sont terminées, enfin, les 10 pages sont terminées, la phrase s'arrête. Et je suis épuisé, comme vous, vraisemblablement. Et extraordinaire, on tourne la page. Et d'un coup, ça retombe. Et vous dites, je m'assois sur le lit de camp et je me repose. Et ben, ce que vous avez ressenti devant Bacon, devant ces tableaux, je l'ai ressenti en vous lisant. Et c'est une sensation qui est juste extraordinaire. Et la question que je me pose, monsieur Henel, c'est quand vous écrivez ça, est-ce que c'est quelque chose qui est prémédité? Vous vous dites, je vais faire cette figure de style? Ou alors, c'est en écrivant que ça vient et qu'à la fin, vous vous dites, j'ai fait 10 pages d'une phrase? Voilà. Un grand merci déjà pour ce que vous dites de cette transmission réussie. Je suis comblé, c'est ça que je cherche en fait. Enfin, je ne sais pas si on peut chercher de telles choses, mais on les espère en tous les cas. Quelque chose s'est infusé et se donne, se prend. Voilà, je trouve ça merveilleux. Grand merci d'en témoigner. Alors cette fameuse phrase, je me suis pas rendu compte que je l'écrivais comme ça, mais dans la restitution de moments syncopés et haletants, bah ça s'est agencé comme ça, parce qu'il y a eu un moment effectivement dans cette nuit, je voulais quand même rester fidèle au haut et au bas de cette nuit. Il y a eu un moment où, en sortant de cet épisode comme ça, de cécité, entre guillemets, enfin, c'est vrai que je voyais presque plus rien, quand j'ai recouvré la vue, si je puis dire, bah, j'ai été pris d'une euphorie, et j'ai voulu tout voir tout de suite, très vite, en me disant, si jamais ça me réattaque à nouveau, au moins, bah, je voulais voir les tableaux, quoi. Merde, je dis merde. Pardon. Oui, c'était très simple et bête, quoi. J'étais comme un imbécile. Il faut que je profite vite. Et de fait, j'ai été pris d'un trépignement, enfin, d'une soif, là encore. Et c'est vrai que je suis allé en tous sens. Enfin, et donc, ma perception de Bacon a relevé d'une espèce d'art involontaire, hein, mais je ne sais pas comment on regarde la peinture. On ne fait que s'avancer, de se reculer. On fait tout ça dans les musées. Là, ça a été une nuit. Donc, peut-être que c'est trop, pas assez, j'en sais rien. Enfin, mais c'est un ajustement permanent, un accommodement ou une accommodation, je ne sais pas comment on dit en photo. Bon, toujours est-il que là, oui, j'ai senti que je parvenais à voir tous les tableaux en même temps.
C'est assez fou, quoi. Je n'arrêtais pas d'aller les voir et de revenir. Je me les mettais dans la tête. J'avais une telle... comment dire? Je les mémorisais immédiatement. Je ne sais pas, on a parfois des accès d'acuité comme ça. Comme je sortais de 2 heures, je ne sais pas, chimiquement étranges, ça a frappé mon esprit. Et j'ai tout vu. C'est du cubisme, mais c'est encore autre chose. Enfin, j'ai tout vu ensemble, comme un immense tableau. Et des années plus tard, je me suis souvenu de ça. Bon, je ne me suis pas dit, tiens, je vais faire une phrase et je vais tout mettre dedans. Mais j'ai commencé à... J'avais l'idée quand même d'un chapitre où ça serait beau d'avoir un panoramique, enfin, à 360 degrés. Et je me suis souvenu que j'avais déjà fait ça dans un livre que j'ai consacré au Caravage, qui s'appelait... Il y a un chapitre qui s'appelle « Tout Caravage ». Je ne sais plus si c'est une phrase longue, je ne suis pas sûr. Je l'avais décomposé en petites phrases, je crois. Mais j'avais essayé, pour rire et par amour, disons, de mettre le plus de détails possible dans ce chapitre. C'est-à-dire de considérer les tableaux non plus comme des sujets, mais comme un seul tableau où il y a plein de choses dans lesquelles on se sert. Voilà. Et là, Bacon, ça implique une vélocité très, 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 très spéciale. Enfin, j'ai senti que pour dire tout ça, une succession de petites phrases, ça ne marchait pas. Je sentais bien qu'il fallait en passer par la poésie, c'est-à-dire par le fait de dire de manière rythmée. Et puis j'ai commencé à écrire une phrase un peu longue. Bon, je me rends bien compte que parfois, même dans les romans que j'écris, il y a des phrases qui sont comme ça, qui débordent, mais je ne fais pas exprès, c'est pas pour faire genre, comme on dit. C'est pas par virtuosité possible. Je ne sais pas si on serait capable, si je le voulais. Mais d'un coup, je me suis aperçu que ça accrochait, en fait. Accrocher de la pensée à la pensée, je crois que c'est Rimbaud dit ça à un moment dans une lettre. C'était pas si mal, enfin, ça avait l'air d'aller. J'ai juste mis des virgules au lieu de mettre des points. Et puis j'ai articulé peu à peu. Et d'un coup, j'ai attrapé des choses que je voyais mieux en les écrivant. J'ai activé comme ça, comme une palette. Alors évidemment, on ne peut pas faire ça n'importe comment. Enfin, il faut que ça vienne aussi. J'avais ça a été un bonheur d'écriture. Enfin, j'avais les livres, j'ai des tas de catalogues que je portais avec moi. J'avais des sacs entiers parce que j'aime pas tellement travailler chez moi. Donc j'allais un peu partout dans des cafés, je sortais les livres. Et j'activais là aussi les livres, un peu comme durant cette nuit-là, vite, pour prendre des détails, pour que ça me ressaute aux yeux. Et j'ai fabriqué effectivement ce chapitre, et dont je suis assez content. Mais il y a eu un soir comme ça en librairie, il n'y a pas longtemps, où le libraire m'a dit « Est-ce que vous pourriez lire ce chapitre ?» Et j'ai tenté, mais j'en étais tout à fait incapable, parce que je pense que pour lire ces 10 pages d'une traite, déjà, il faut bien prendre ses respirations, il faut savoir où. Je pense qu'il faut être un comédien ou une comédienne. Voilà, moi, je ne sais pas comment on lit ça. Enfin, je veux dire à voix haute. Mais il y a des moments où la technique littéraire n'est plus pensée elle-même. C'est pas de l'écriture automatique, hein, c'est très très travaillé, mais c'est un geste, quoi, c'est un élan. Ouais. C'est aussi un pari, quoi, un défi. Merci Yannick. Je pense qu'on va clore cette séance de questions, mais la soirée continue. Mais avant, je voudrais te remercier du fond du cœur. Merci infiniment Yannick d'avoir... Merci. Merci beaucoup à tous les deux. Merci pour ce beau cadeau que vous nous avez fait. Et oui, donc vous avez peut-être eu des petits flyers si vous avez envie de revenir à la maison, si ce lieu vous a parlé. C'est un lieu où on est assez amoureux de la présence et donc ça fait pas mal écho avec des choses qui se sont dites ce soir. Il y en a beaucoup d'activités qui sont ouvertes à tout le monde, gratuites, et vous pouvez voir tout ça sur notre agenda, sur le site de Réseau. Et pour ce soir, donc effectivement, il y aura une librairie juste là pour acheter donc les livres de Yannick Enel, la revue Zone Critique.
Et il y aura un endroit de dédicace qui sera là, je pense. Et vous êtes également vraiment chaleureusement invités à rester en bas. Il y a un pot qui a été préparé avec amour. Et voilà, on sera très, très heureuse et heureux de discuter avec vous. Et ben, c'est tout. Et la prochaine rencontre littéraire, absolument, c'est le 16 février avec François Bégodeau. Et il y en aura plein d'autres qui vont suivre. Il faut rester un peu attentif au programme.